Imaginez un homme si riche qu'il possédait 2% de toute l'économie américaine. Un homme qui gagnait plus d'1 million de dollars par jour à une époque où 1 dollar valait 100 fois plus qu'aujourd'hui. Son nom, John D. Rockefeller. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les stratégies secrètes qui ont fait de lui l'homme le plus puissant d'Amérique. En 1870, John D. Rockefeller contrôlait moins de 10% du marché américain du pétrole. 20 ans plus tard, il contrôlait 90%. Comment un fils de vendeur itinérant sans éducation universitaire a-t-il pu construire un empire qui a littéralement façonné l'économie mondiale? Les tactiques qu'il a utilisées étaient si efficaces, si impitoyables, qu'elles ont changé à jamais les lois du commerce américain. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Rockefeller n'était pas seulement un homme d'affaires redoutable. Il était aussi le plus grand philanthrope de son époque, donnant l'équivalent de plus de 23 milliards de dollars actuels. C'était un homme de contradictions fascinantes, impitoyable en affaires, généreux en charité, et voici ce qui est vraiment remarquable. Si Rockefeller vivait aujourd'hui, sa fortune personnelle serait estimée à plus de 400 milliards de dollars. C'est 3 fois la fortune d'Elon Musk. C'est plus que Jeff Bezos et Bill Gates réunis. John D. Rockefeller reste, en valeur ajustée à l'inflation, l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Notre histoire commence en 1839, dans une modeste ferme de l'État de New York. John Davison Rockefeller naît dans une famille de classe moyenne. Son père est un vendeur itinérant, souvent absent. Sa mère, Eliza, est une femme pieuse, stricte, profondément baptiste, qui élève ses enfants avec discipline et rigueur. Dès l'âge de 7 ans, le jeune John montre des signes de son génie commercial. Il élève des dindes pour les vendre aux voisins. Il prête de petites sommes d'argent à ses frères et sœurs et note méticuleusement les intérêts dans un petit carnet. À 12 ans, il prête 50 dollars à un fermier voisin avec un intérêt de 7%. Quand il reçoit son premier paiement d'intérêt, il a une révélation: l'argent peut travailler pour vous. À 6 ans, Rockefeller quitte l'école et cherche son premier emploi. 6 semaines plus tard, il obtient un poste d'assistant comptable dans une petite entreprise. Son salaire, 50 cents par jour. Mais Rockefeller ne voit pas cela comme un simple emploi. Il voit cela comme une université. Il observe tout, apprend comment fonctionnent les contrats, comment négocier les prix, comment gérer les stocks. 3 ans plus tard, à seulement 19 ans, il crée sa première entreprise de commerce avec un associé. Les affaires prospèrent rapidement, puis arrive 1859 et tout change. Cette année-là, Edwin Drake fore le premier puits de pétrole commercial en Pennsylvanie. C'est le début de l'ère du pétrole. Et Rockefeller comprend immédiatement que le pétrole va changer le monde. Mais contrairement aux autres qui se précipitent pour forer des puits, Rockefeller fait quelque chose de différent. Il observe que l'extraction est chaotique, imprévisible, risquée. Non, il ne veut pas être foreur. Il veut être raffineur. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le vrai profit ne se trouve pas dans l'extraction, mais dans la transformation. En 1863, Rockefeller investit dans sa première raffinerie à Cleveland. Il a 24 ans. Et c'est ici que commence vraiment la légende. Dès le début, Rockefeller applique une stratégie révolutionnaire: l'efficacité obsessionnelle. Pendant que ses concurrents gaspillent, Rockefeller optimise chaque centime. Il découvre que ses concurrents jettent les sous-produits du pétrole, lui trouve comment les vendre. Les résidus deviennent de la paraffine pour les bougies. Les gaz résiduels alimentent les fours. Rien n'est gaspillé. Il négocie des tarifs réduits avec les chemins de fer. Il construit ses propres barils au lieu de les acheter. Il achète des forêts pour le bois, des usines chimiques, des pipelines. Chaque étape qu'il contrôle est une étape où il capture plus de profit. En 1870, Rockefeller fonde la Standard Oil Company. Son objectif avoué, standardiser l'industrie. Son objectif réel, la dominer complètement. Rockefeller comprend que dans l'industrie du pétrole, la clé du pouvoir n'est pas la production, mais le transport. Il négocie secrètement avec les compagnies de chemin de fer, et voici le génie diabolique de sa stratégie. Il ne demande pas seulement des rabais pour lui-même, il demande au chemin de fer de lui verser une commission sur les expéditions de ses concurrents. Chaque fois qu'un concurrent expédie du pétrole, Rockefeller reçoit de l'argent. Ensuite vient sa stratégie d'acquisition.
Rockefeller envoie ses représentants visiter chaque raffineur concurrent. L'offre est toujours la même. Vendez-nous votre raffinerie à un prix équitable ou soyez écrasés par notre supériorité économique. Et pour prouver qu'il ne bluffe pas, il baisse ses prix en dessous du coût de production. Il peut se permettre de perdre de l'argent temporairement. Ses concurrents ne le peuvent pas. Entre 1872 et 1879, Rockefeller acquiert 22 des 26 raffineurs de Cleveland. Il étend sa campagne à travers tout le pays. En 1880, Standard Oil contrôle 90% du raffinage du pétrole américain. C'est le monopole le plus complet jamais créé dans l'histoire américaine. Si cette histoire vous captive, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Nous explorons régulièrement les stratégies des plus grands entrepreneurs de l'histoire et les leçons que nous allons tirer de Rockefeller peuvent littéralement transformer votre approche des affaires. Mais posséder 90% d'une industrie crée un problème. Comment gérer un empire aussi vaste? En 1882, Rockefeller crée le Standard Oil Trust, une structure révolutionnaire qui permet de contrôler des dizaines d'entreprises sous une direction centrale unifiée. C'est la première multinationale moderne. Rockefeller institue des systèmes de comptabilité détaillés qui permettent de suivre chaque centime. Il reçoit des rapports quotidiens sur les opérations de dizaines d'installations. Il crée un système de gestion professionnelle, récompensant ses cadres avec des actions. Beaucoup deviennent millionnaires. Il investit massivement dans la recherche. Les laboratoires de Standard Oil développent des centaines de nouveaux produits. Lubrifiants, vaseline, cire, asphalte. Il construit un réseau de distribution mondiale. Le pétrole américain devient un produit global et Rockefeller en contrôle le flux. Les profits sont astronomiques. Dans les années 1880, Standard Oil génère des millions de dollars de bénéfices par an. Rockefeller devient si riche qu'il ne peut littéralement plus compter son argent. Mais avec ce pouvoir vient une opposition croissante. Les journalistes enquêtent. Ida Tarbell publie des articles dévastateurs exposant les tactiques de Rockefeller. Les petits producteurs se plaignent au gouvernement. En 1890, le Congrès adopte le Sherman Antitrust Act visant directement Standard Oil. Rockefeller résiste pendant des années, mais en 1911, la Cour suprême ordonne le démantèlement de Standard Oil en 34 entreprises indépendantes. L'ironie ultime, cela le rend encore plus riche. Des sociétés comme Exxon, Mobil et Chevron naissent de ce démantèlement. Et Rockefeller possède des parts dans toutes. Pour Rockefeller, la richesse signifie responsabilité. Il crée la Fondation Rockefeller en 1913, avec pour mission de promouvoir le bien-être de l'humanité. La Fondation éradique l'ankylostome dans le sud américain, finance la recherche sur la fièvre jaune et la malaria, crée des universités comme l'Université de Chicago et finance l'éducation des Afro-Américains dans le sud ségrégué. Au total, Rockefeller donne environ 550 millions de dollars de son vivant, l'équivalent de plus de 23 milliards aujourd'hui. Mais qui était vraiment cet homme? Un personnage de contradiction, impitoyable en affaires, mais austère dans sa vie personnelle. Il ne fumait pas, ne buvait pas, il était fidèle à sa femme, il allait à l'église tous les dimanches. Il vivait simplement, réutilisant les trombones et les enveloppes, malgré sa fortune colossale. Il croyait sincèrement que sa richesse était un cadeau de Dieu, et qu'il avait la responsabilité sacrée de l'utiliser pour améliorer le monde. Rockefeller meurt en 1937, à 97 ans, ayant vu le monde transformé par l'industrie qu'il avait créée. L'automobile, alimentée par l'essence de ses anciennes entreprises, a révolutionné le transport. Le pétrole est devenu la ressource la plus stratégique au monde. Que pouvons-nous apprendre de John D. Rockefeller aujourd'hui? Première leçon, l'efficacité opérationnelle est une source majeure d'avantages compétitifs. Rockefeller n'a pas inventé le raffinage, mais il l'a rendu plus efficace que quiconque. Deuxième leçon, contrôlez les points critiques de votre industrie. Pour Rockefeller, c'était le transport et la distribution. Troisième leçon, pensez à long terme. Rockefeller réinvestissait constamment ses profits pour croître. Cette patience stratégique est rare mais puissante. Quatrième leçon, créer des systèmes scalables.
Le génie de Rockefeller était de créer des systèmes qui permettaient de gérer une échelle massive. Cinquième leçon, avec le pouvoir vient la responsabilité. Sa philanthropie stratégique a créé un modèle que suivent encore Bill Gates, Warren Buffett et d'autres. Mais il y a aussi des avertissements. Sa quête du monopole a provoqué une réaction qui a changé les lois américaines. Les entreprises comme Google, Amazon et Facebook font face aujourd'hui à des accusations similaires. John D. Rockefeller reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire américaine. Était-il un génie visionnaire ou un baron voleur impitoyable? La vérité se situe entre les deux, mais son impact est indéniable. L'industrie qu'il a structurée continue de façonner le monde. Ses techniques de gestion sont enseignées partout, et sa philanthropie a créé un modèle durable. Si vous avez apprécié cette exploration, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer les esprits stratégiques qui ont façonné notre monde économique. Partagez dans les commentaires quelle leçon de Rockefeller trouvez-vous la plus pertinente aujourd'hui. Quels autres titans de l'industrie aimeriez-vous que nous explorions? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire fascinante du monde des affaires. La nature du monopole, l'empire de Rockefeller, nous enseigne quelque chose de crucial sur les monopoles. Ils ne sont pas simplement inefficaces économiquement, comme le suggèrent les manuels d'économie. Ils sont également dangereux politiquement. Quand une seule entité contrôle 90% d'une industrie vitale, elle ne possède pas seulement un pouvoir économique, elle possède un pouvoir politique immense. Standard Oil pouvait influencer les lois, manipuler les marchés, dicter les prix. Elle était devenue un État dans l'État, une force qui rivalisait avec le gouvernement américain lui-même. Cette concentration de pouvoir menaçait les fondements même de la démocratie. Comment un gouvernement peut-il servir le peuple quand une corporation individuelle possède plus de ressources et d'influence que le gouvernement lui-même? C'est pourquoi le démantèlement de Standard Oil en 1911 n'était pas simplement une question économique. C'était une affirmation démocratique fondamentale. Dans une société libre, aucune entité privée ne devrait posséder un pouvoir absolu sur un secteur essentiel de l'économie. La philanthropie comme rédemption, la transformation de Rockefeller en philanthrope, pose une autre question profonde. L'argent donné peut-il racheter l'argent gagné de manière discutable? Ces 23 milliards de dollars de dons ont sauvé des millions de vies, éradiqué des maladies, éduqué des générations. Ces universités et institutions de recherche continuent de contribuer à l'humanité aujourd'hui. Mais cette générosité efface-t-elle, elle, les méthodes qu'il a utilisées pour accumuler cette richesse? Les entrepreneurs écrasés, les travailleurs exploités, les pratiques monopolistiques, tout cela est-il justifié par la philanthropie ultérieure? Il y a peu, être une leçon plus nuancée ici, Rockefeller a démontré que l'accumulation de richesses et son utilisation responsable sont deux compétences distinctes. Il excellait dans les deux. Sa philanthropie n'était pas simplement de la charité impulsive, c'était une application méthodique des mêmes principes stratégiques qu'il utilisait en affaires. Il cherchait à résoudre des problèmes systémiques, à créer un impact durable, à maximiser l'effet de chaque dollar donné. Cette approche a créé un modèle que suivent aujourd'hui les philanthropes modernes. Bill Gates, Warren Buffett et d'autres ont adopté cette philosophie de philanthropie stratégique, ciblée, orientée vers les résultats. En ce sens, l'héritage philanthropique de Rockefeller peut être aussi important que son héritage commercial. Les leçons pour notre époque, l'histoire de Rockefeller résonne particulièrement aujourd'hui, alors que nous assistons à l'émergence de nouveaux géants technologiques qui dominent leur secteur de manière similaire. Google contrôle la recherche en ligne, Amazon domine le commerce électronique, Facebook règne sur les réseaux sociaux, Apple et Microsoft contrôlent les systèmes d'exploitation. Ces entreprises font face aux mêmes accusations de comportement monopolistique que Standard Oil il y a un siècle. Et comme Rockefeller, leurs dirigeants argumentent qu'ils offrent de l'efficacité, de l'innovation, de la valeur pour les consommateurs, le débat n'a pas changé, seulement l'industrie. Mais il y a une différence cruciale. Rockefeller opérait à une époque où les lois antitrust n'existaient pas encore. Il a contribué à leur création par ses excès mêmes. Aujourd'hui, nous avons ces lois,
mais semblons hésiter à les appliquer avec la même vigueur. Peut être parce que les technologies modernes sont plus complexes, ou peut être parce que le pouvoir des grandes corporations est devenu si omniprésent que nous avons du mal à imaginer des alternatives. Si cette histoire vous passionne autant qu'elle me passionne, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous aide énormément à continuer à créer ce type de contenu de qualité. Nous sommes une petite équipe passionnée d'histoire et chaque abonnement, chaque like fait une vraie différence pour nous. Cela nous permet de consacrer plus de temps à la recherche et à produire des vidéos encore plus fascinantes pour vous. Alors si vous appréciez notre travail, prenez juste 2 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Ça nous aide vraiment beaucoup à grandir et à atteindre plus de personnes qui, comme vous, adorent découvrir les histoires extraordinaires qui ont façonné notre monde.